Nous avons 4 femmes qui ensuite vont parler. Donc, on a Sylvie Oyon. Donc, Sylvie qui a fait énormément de choses, puisque elle est à l'origine des plus grandes signatures de marque. On en parlera tout à l'heure. Elle est directrice créative, auteure, scénariste, réalisatrice. À côté de Sylvie Laudet, de Sylvie Oyon, une autre Sylvie Laudet. Sylvie Laudet qui a fondé une marque de parfumerie qui s'appelle Ex Nihilo. Il y a 12 ans maintenant. Et aujourd'hui, Ex Nihilo, c'est 55 millions d'euros de chiffre d'affaires, 300 points de vente dans le monde. Donc, elle nous racontera un petit peu tout ça. Eleonora Galasso. Eleonora, qui elle aussi est chef, auteure gastronome et également comédienne, qui est à l'affiche d'une pièce exceptionnelle, Dévorante, et elle va nous en parler justement tout à l'heure. Et enfin, Soumia Malembaum. Donc Soumia aussi, qui a fait énormément de choses dans sa vie, qui est une entrepreneure engagée et qui est également présidente de la CCI de Paris. Voilà. Alors, on va commencer par Sylvie Oyon. Donc Sylvie, en fait, ah oui, alors il y a le petit micro. Oui, voilà. Donc ça fait blush. Donc Sylvie, t'es fille unique, t'es française, t'es kabyle, t'es juive, t'as un parcours de vie incroyable, puisque en fait t'as grandi dans le 93 à la Courneuve. Tu es également titulaire d'un doctorat. Non, je l'ai pas eu. Je pensais. Les sirènes de l'argent m'ont happé. C'est que bac plus 7, en fait, c'est ça. L'échec scolaire, voilà. Ouais. Alors voilà. Ensuite, je vais laisser la parole à Sylvie, mais en fait, Sylvie, c'est hallucinant parce qu'elle a débuté sa carrière dans la pub. Donc, je pense que tout le monde se souvient notamment de la pub Wonderbra. Regardez-moi dans les yeux, j'ai dit dans les yeux, c'est Sylvie, voilà. Air France. Alors, j'étais stagiaire et c'était Look at me in the eyes and tell me you love me. Et ils m'ont dit, est-ce que tu peux nous traduire ça en français? Donc, il y avait quand même déjà un préconçu anglais. Voilà. Air France, c'est moi. Air France, donc Air France, faire du ciel, le plus bel endroit de la Terre, c'est Sylvie. Ça, c'est moi. Et Petit Bateau, c'est moi. Voilà. Redis-nous la signature de marque de Petit Bateau. À quoi ça sert d'imaginer des vêtements si on peut rien faire de tout? Voilà. Tout ça, c'est Sylvie, mais c'est pas que ça, parce que Sylvie, elle est auteure également de 6 livres impressionnants, dont un qui a reçu un prix littéraire, La Closerie des Lilas. Oui. Daddy was not a Rolling Stone, ou Papa was not a Rolling Stone, parce que mon père, c'est un Kabyle qui est rentré en Kabylie et que j'ai jamais vu. Voilà. Et réalisatrice de films, parce que voilà. Et notamment le dernier, Haute Couture, voilà, que j'ai également adoré avec Nathalie Baye. Alors la première question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on fait pour passer finalement des banlieues dans un environnement qui n'est pas forcément porté sur la culture, loin du milieu littéraire, pour devenir auteur et réalisatrice de films? Raconte-nous un peu, Sylvie. Alors, deux choses. Il y a un truc qui est... Moi, je suis fille unique, je m'ennuie un peu dans ma cité. Il faut savoir que le 93, c'est très décrié, mais en tout cas, à mon époque, toujours, ma mère y est toujours, ma famille y est toujours. On était très aidés, on a une éducation très bourgeoise. Moi, j'ai fait de l'équitation pendant des années. J'ai fait le tour du monde. Alors, bien sûr, d'abord, on visitait les pays communistes. Donc, évidemment, à 8 ans, je me suis retrouvée en URSS. Et puis après, aux États-Unis, parce qu'il fallait dénoncer le système américain, on est resté 2 mois. Puis j'allais planter du tabac à Cuba pendant 2 mois d'été, grâce au Conseil général. Enfin bref, j'ai fait le tour du monde. J'ai appris l'équitation parce qu'on avait un centre équestre à la Courneuve. J'ai été au ski à chaque vacances scolaires, donc je skiais bien. Si bien qu'un jour, j'ai travaillé avec le patron des biscuiteries Lu. Et donc, il est en Bretagne, à côté de Nantes. Et donc, on a monté à cheval. Il me dit, mais où est-ce que vous avez appris à monter comme ça? Je dis, à la Courneuve, pardon. Voilà, j'ai fait de la compétition de natation parce qu'on avait une piscine. Tout ça pour dire, le côté misérabiliste de la Courneuve, c'est pas vrai. C'est vrai, mais c'est pas vrai. Et pour répondre à ta question, Camille, concernant la culture, donc il y avait une bibliothèque très très bien achalandée, à l'instar du reste de la ville. Et moi, je suis tombée dans Pot-Bouille. Moi, j'aimais pas Sankuka, j'aimais pas les bonbons, j'aimais pas Candy. Je m'en foutais des trucs de notre... J'ai 53 ans, donc je sais pas si vous avez la référence. Mais
Voilà, donc j'ai découvert Zola, j'ai découvert la puissance de la littérature, c'est-à-dire le pouvoir d'évocation picturale que peut porter une phrase et quelques mots assemblés. Et ça m'a donné le goût de la littérature. Et puis en troisième, alors Abdelatif Kechiche m'a volé ma vie, puisque l'esquive, c'est ma vie. C'est-à-dire qu'en troisième, Monsieur Fouras, mon prof de français, a dit, allez, on va monter les femmes savantes. Et il dit, comme toi, tu parles tout le temps, la gouailleuse, là, t'as pas peur, c'est toi qui vas monter les femmes savantes. Et moi, je dis, il n'y a pas de problème. Et on a monté les femmes savantes à la Courneuve. Voilà. Voilà, je parle beaucoup. Non, mais si, c'est top. Et alors, justement, et après, de toute façon, on reviendra parce que tout le monde va un peu à parler également. Mais pour toi, qu'est-ce qui a été au final le plus difficile? Parce que tu as vraiment quand même cassé le plafond de verre, mais ça a été plus difficile finalement d'être une femme ou de venir des banlieues. Alors, honnêtement, en fait, ma grand-mère, elle m'a dit un truc un jour qui m'a vraiment détendue. Ma mère est juive tunisienne. Donc, les juifs tunisiens, on nous donne un bout de piment, une assiette d'huile d'olive, un morceau de pain italien, on est content. Voilà, donc on ne demande pas grand-chose. Et ma grand-mère m'a dit, donc je rentrais, j'avais sauté une classe, bon, je rentrais à la Sorbonne, j'étais un peu plus petite que les autres, voilà, j'avais des bonnes notes parce que ça, je savais faire. Et j'ai dit, mais je suis pas de leur monde, je vais pas rentrer là-bas. Et elle m'a dit, toi, tu as fait le trajet dans ce sens-là, tu peux le faire dans les deux sens. Les bourgeois, parce qu'en plus, je rentrais en lettres, donc là, autant vous dire que c'est pas des ambitieux, c'est plutôt des gens qui s'occupent, sans vouloir stigmatiser personne. Mais et elle m'a dit, toi, tu as fait le trajet dans les deux sens, elles ne pourront pas le faire dans l'autre sens. Elle est là, ta force. Toi, tu peux aller habiter dans leur quartier, eux, ils pourront pas tenir dans les nôtres. Et ça m'a donné beaucoup de force et ça m'a vachement... Et ensuite, je suis arrivée donc stagiaire pendant mon DESS dans la publicité, autour de 93-94. Et là, donc j'étais assistante de Frédéric Becbédé. Et là, c'était vraiment dur d'être une femme. Pour le coup, vraiment. C'est-à-dire, en plus, moi, je cachais mes origines sociales avec des vêtements Agnès B, des petits cols Claudine, etc. Mes cheveux qui étaient plus clairs à l'époque, bien raides et tout ça. La Kabylie, donc, les cheveux raides. Et donc... Et puis j'avais mon langage cournevien qui restait à la Courneuve, et puis à Paris j'avais un langage plus châtié, etc. Et donc bon, on s'est permis 2-3 gestes déplacés parce que j'étais toute jeune et que voilà, elle en veut la petite, donc on va la prendre derrière une porte quand on est bourré ou quand on a tapé 3 rails. Et sauf que je me suis battue physiquement, et là, bon, voilà, donc j'ai eu ces... Mais pour te répondre, l'origine banlieusarde courneuvienne, ça a vraiment été une force. C'est-à-dire que moi, mettre un pain avec BD, j'ai pas peur, quoi. Je m'en fous, en fait. Voilà. Merci beaucoup. Écoute, alors, je vais passer le micro à Soumia. Alors, Soumia, que je connais bien aussi également. Alors, Soumia, je trouve que ton parcours, en fait, il a quand même pas mal, en tout cas, de nombreuses similitudes avec celui de Sylvie, parce que toi aussi, tu as grandi en banlieue, mais dans le nord de la France. Tes parents sont algériens, ils sont arrivés en France lors de la décolonisation de l'Algérie. Et toi, ton obsession, quand tu étais... ça rejoint aussi un peu Sylvie, elle n'en a pas forcément parlé là, mais ton obsession quand tu étais dans ta banlieue dans le nord, c'était de sortir de là, d'aller faire tes études à Paris, et tu voulais sortir d'où tu appelles ça, du déterminisme social. Pourquoi? Parce que, eh bien, dans la banlieue, taux de chômage super élevé et finalement très peu de perspectives également professionnelles. Est-ce que tu peux un peu nous parler de tout ça, ton aventure quand tu as quitté ta banlieue pour venir à Paris, pour faire tes études, et raconte-nous aussi ton entrepreneuriat et notamment la création de ta société Spécimen et aussi ce qu'est, en tout cas à l'époque, le racisme, la discrimination primaire. Très bien. Beaucoup d'entre vous connaissent déjà mon histoire. Il faut parler là, non? Oui, c'est vrai. Ah, oui, d'accord. Tu peux te maquiller aussi. Il y en a beaucoup qui connaissent déjà mon histoire parce que j'ai beaucoup d'amis que j'ai invités. Mais alors moi, c'était pas une banlieue, c'était une cité. Donc, et c'est vrai que c'était plutôt familial. Les pieds noirs étaient là, les Algériens, les Français, les Italiens, les Espagnols. C'était un peu l'auberge espagnole. On était dans une cité où chacun... on s'entendait très très bien. Il y avait pas de sujet, mais c'était une petite cité. On était 6 enfants, et c'est vrai que on vivait cette double culture déjà à l'école, c'est-à-dire que
mes parents me parlaient algérien à la maison et on mettait la blouse, enfin la blouse à la maison. Enfin, on avait tous les codes culturels de mon père qui était traditionnaliste musulman. Parce que je préfère dire traditionnaliste parce que la religion musulmane a tellement évolué, elle s'est tellement stigmatisée et voilà, elle s'est extrémisée, on va dire, que c'était pas du tout ça. Et mon père nous lisait le journal Le Monde tous les soirs pour qu'on apprenne bien le français. Et c'était vraiment aller à l'école. Et le matin, on partait. Et donc, on rentrait dans une autre culture. À l'école et il fallait justement, et ça a été une force, un peu vivre déjà le dedans et le dehors déjà quand j'ai eu 5 ans, 6 ans, jusqu'à mes 17 ans, il y avait toujours le dedans et le dehors. Donc il y avait finalement cette double règle culturelle qu'il fallait avoir et, euh, et en même temps ça nous a énormément aidé et renforcé. Parce que finalement, c'était aussi une intégration, c'est ce que nous demandaient nos parents, nous demandaient vraiment de nous intégrer, presque un peu de nous assimiler. Et d'ailleurs, moi, je ne répondais pas en arabe, je répondais en français à mes parents. Et, et effectivement, moi, ma question, c'était de dire... je ne peux pas rester là où je suis parce que j'avais déjà envie d'aller voir ailleurs, quoi. Et j'avais pas cette conscience évidemment de ce qu'on appelle le déterminisme social qui reste aujourd'hui en France très scotché. Il y a les études ont montré il faut 4 générations en France en tous les cas pour sortir de son déterminisme social. Donc, je peux dire que peut-être que je n'en suis pas encore sortie. Je pense qu'il reste encore des choses et c'est important parce que ça fait partie de mes racines. Je vais toujours volontiers à Saint-Quentin, dans l'Aisne, effectivement, qui était une ville où le taux de chômage était le plus élevé. Et mon envie, c'était d'abord de voler, de partir le plus loin possible. Je suis d'abord allée à Lille faire mes études de droit et ensuite, je suis partie à Paris rejoindre ma sœur qui était déjà à Paris. Et donc pour faire des études, parce que mon père nous avait vraiment enseigné l'intégration par l'école, l'intégration par... voilà, parce que les notions de valeur de la République, c'était important, mais concrètement, ça veut dire quoi? C'était plutôt aller à l'école, bien travailler, voilà, on nous apprenait à bien travailler, passer ses diplômes, aller le plus loin possible. Et puis respecter l'autre, quoi. Donc, et on respectait les pieds noirs, on respectait les Africains, les Espagnols. Il y a quand même une énorme communauté d'immigration de travail qui est arrivée fin des années 50 et qui est restée pour beaucoup et qui ont respecté, qui se sont aussi complètement intégrés, assimilés, la communauté portugaise, italienne, espagnole. Donc c'est vrai qu'on est aussi en France dans un terreau d'une diversité culturelle qui choque aujourd'hui quand on refuse l'étranger ou quand on est très très xénophobe comme certains politiques peuvent l'être, parce que c'était vraiment une terre d'hospitalité, voilà. Donc, et en même temps, cette notion de racisme ordinaire ou de discrimination pernicieuse, insidieuse, elle n'était pas visible, elle était ressentie parce que quand on est, nous, je te mets aussi dedans parce que quand on est différent, d'une origine différente, avec des traditions, moi j'ai pas fait le ramadan, mais ma sœur le faisait, mes frères et sœurs le faisaient, donc on devait suivre des choses, c'était pas contraignant. On n'était pas du tout, on portait pas la burqa. Enfin, vous voyez, c'est très difficile. Non, mais je pense que beaucoup sont de ma génération. Donc, vous comprenez qu'il y a eu une rupture. Il s'est passé quelque chose avec cette religion qui était avant tout une tradition et qui était très dans le partage. Et mon père l'était aussi. Et donc, voilà, mon obsession, c'était effectivement de partir et de réussir, quoi. C'était vraiment la notion de réussite. Et donc, en fait, en arrivant à Paris, en terminant mes études, je n'avais pas moyen de financer mes études. Donc, j'ai évidemment terminé ma maîtrise de droit en travaillant dans une boîte américaine, dans la tech. Et c'est un peu l'appel, on va dire, de l'indépendance financière, parce que c'est un peu... Je pense que c'est important aujourd'hui pour la journée aussi internationale des femmes. Et je disais que la liberté des femmes passe par la liberté d'entreprendre parce que ça donne accès à une indépendance financière que moi
j'ai pu avoir et que je n'aurais jamais finalement pu obtenir peut-être en travaillant dans une entreprise. Là, j'ai vraiment aussi tout de suite voulu travailler pour pouvoir financer mes études et je suis rentrée dans une boîte d'informatique. Je ne suis jamais sortie de ce secteur, mais je suis rentrée d'abord comme standardiste et je pense que c'est l'énergie que je devais dégager, l'envie voilà, je pense que j'étais une boule d'énergie, voilà, une envie de vouloir faire, qui était justement très différente peut-être de l'entreprise dans laquelle j'étais standardiste, qu'un des directeurs m'a proposé de rejoindre l'équipe de brokerage à l'époque. C'était vraiment acheter et vendre des ordinateurs, donc je ne savais pas du tout ce que c'était. Donc j'ai terminé ma maîtrise de droit, et plutôt que d'aller jusqu'au bout de mes rêves, parce que je voulais travailler dans une ONG, je voulais vraiment, j'avais fait du droit international et je pense que mon rôle modèle, c'était mon professeur, parce qu'il y a le sujet aussi des rôles modèles. Et ça, c'est un vrai sujet quand on vit ce déterminisme social, c'est qu'on n'a pas de modèle pour se dire qu'est-ce que je vais faire. J'ai envie d'être médecin, j'ai envie d'être avocate. Ça, il n'y a pas ça dans les environnements dans lesquels on vit, on grandit. Et donc, ce professeur m'a donné envie, et l'international, le système onusien qui était une passion pour moi, je m'étais dit, bon, j'y retournerai, je vais travailler et après je reviendrai. En fait, je ne suis jamais revenue, mais je pense que mon engagement d'entrepreneur engagé pour le bien commun, pour faire en sorte que voilà, on puisse vivre un monde meilleur, qui est moins de pauvreté, moins de paupérisation, c'est quelque chose qui est un peu chevillé au corps pour moi. Je pense que ça vient de cette envie maintenant on dit de donner du sens à sa vie, mais d'avoir un impact et de faire quelque chose. Et je l'ai fait aussi en m'engageant dans la lutte contre les discriminations, en créant une association, parce que je voulais redonner un peu de la chance que j'avais eue, mais qui n'était pas une chance qu'on m'a donnée, c'est une chance finalement que je suis allée chercher. Donc l'adversité, elle arrive, et en même temps, je pense qu'on a des ressorts au fond de nous-mêmes qui font qu'on y va, quoi. Et justement, Soumia, est-ce que tu peux nous parler de ta première expérience en tant qu'entrepreneur quand tu as monté ta société Spécimen? Comment est-ce que tu t'es fait appeler au début? Non pas Soumia Malembaum. C'est hyper intéressant, je trouve. Oui. Non, mais en fait, bon, déjà, moi, j'ai fait quelque chose, j'ai un peu transgressé. Je me suis mariée avec un juif, donc j'ai fait un mariage mixte. Donc, en ce moment, voilà, donc, et puis quand j'ai effectivement créé ma première entreprise, c'est vraiment dans les années 90, donc la tech, c'était vraiment que des hommes, que des ingénieurs, les hommes bleus dans l'informatique, et j'étais ni ingénieure, et vraiment, j'ai créé une entreprise dans la tech, et je voulais mettre toutes les chances de mon côté. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je ne vais pas dire que j'étais sans foi ni loi, mais j'étais prête à tout, y compris à faire le déni peut-être de mon identité, parce que justement c'était compliqué. C'était Soumia Belaïdi d'ailleurs, je n'étais pas encore si j'étais mariée déjà, mais je crois que c'était Soumia Belaïdi Malembaum, et je me suis appelée Sophie d'avant. D'avant, je sais plus, d'un an, je sais plus. En tout cas, c'était Sophie. Ça, c'était Sophie. Sophie Dumont, je crois. Ouais, oui, je sais plus, d'avant ou d'un an, je sais plus. Parce que je savais que c'était... Non, parce que vraiment, c'est difficile à comprendre, mais à l'époque, Soumia, comment un bébé, quoi? Franchement, il y avait un sujet voilà, quand on travaillait, de perception. Et puis, j'ai rencontré... Enfin, j'ai fait un TEDx qui est vraiment de A à Z, la vérité, qui raconte vraiment comment je vivais quand j'appelais les clients, qui étaient des directeurs informatiques, et que je proposais des consultants, des informaticiens. Et c'est vrai que j'ai eu une propension à recruter des gens très différents, très compétents. Bon, voilà, l'histoire de Nordine Bella, que j'ai transformé son prénom en Norbert, et son CV, Bella, parce qu'il était d'origine algérienne, il était super bon, mais j'avais appelé le DSI. Je peux le dire aujourd'hui, c'était du groupe BIC. Il y a prescription.
Ben, BIC et le DSI m'avait dit, parce qu'on me posait la question, c'est un peu comme un recrutement, mais c'était de la prestation. Est-ce qu'il y a des critères? Est-ce que vous cherchez un profil, voilà, data ou Java, ou, enfin bon, technique? Et je lui dis, est-ce qu'il y a des points, des questions? Enfin, moi, je posais ces questions parce qu'il y a des directeurs informatiques qui me disaient, moi, je ne veux pas de femmes. Je ne veux pas de... je ne veux pas de barbu. Je veux la tête, je vous jure, c'est la tête de mes filles. Et là, je lui pose la question, il me dit, écoutez, moi, vous m'envoyez le CV, moi j'ai un gros besoin, mais vraiment là, j'ai eu une très mauvaise expérience avec un arabe, donc moi, je veux pas d'arabe dans mes équipes. Mais là, mais comme ça, dans les années 90. Et là, alors, souvent, je me dis, mais Soumia, pourquoi tu lui as pas... tu l'as pas envoyé balader ou t'as pas commencé à lui dire, mais vous êtes un raciste. Mais non, parce que déjà, à l'époque, il n'y avait rien en France. La HALDE n'existait pas, le défenseur des droits, c'était vraiment du racisme ordinaire, quoi. Et donc, je raccroche. Et moi, mon obsession, c'est quand même de continuer à faire du business, à gagner de l'argent. Enfin, j'étais dans mon... Donc, j'ai fait le déni et j'ai dit, Norbert, Nordine, je vais changer. Je vais changer les 3 lettres de ton prénom, j'envoie le CV. Et non seulement il a été reçu, non seulement il a fait un carton, il a été pris. Et quand je l'ai fait venir à l'Olympia pour le TEDx, ça faisait déjà plus de 20 ans qu'il y était. Et il avait été embauché, parce qu'entre-temps, le client l'a embauché. Mais simplement, au bout de 3 jours, à la machine à café, tout le monde l'appelait Norbert. Il a dit, écoutez, moi, je m'appelle Nordine. Et en fait, il est resté. Et après, effectivement, le client m'a demandé de l'embaucher parce qu'il était... Et en fait, ma vraie réussite, c'était de dire que quand on est compétent, quelle que soit la différence, il faut toujours continuer à forcer parce que la compétence n'a pas de couleur, n'a pas de genre et n'a pas d'origine, en fait. Quand on est compétent, et très souvent, pendant des années, j'ai d'autres anecdotes, mais je vais laisser la parole aux autres femmes, mais c'était vraiment de briser comme ça, à travers des subterfuges, parce que je ne pouvais pas le faire comme ça, pour arriver à positionner des collaborateurs et des collaboratrices qui étaient différents mais compétents. Et j'y suis arrivée et j'étais très fière de moi. Bravo, Soumia. Je vais parler... je donne la parole à Sylvie Laudet maintenant. Il y a 2 Sylvie. Donc Sylvie, Sylvie, elle a aussi un parcours qui est incroyable. Donc elle est diplômée de Centrale, du MIT. Tu as acquis 6 ans d'expérience dans un cabinet de conseil en strat McKinsey. Et puis ensuite, tu as travaillé chez Givaudan, donc un parfumeur. C'est là où il y a eu un peu, en tout cas, un déclic, un amour justement de ce secteur. Et puis, elle a fondé Ex Nihilo en 2012 auprès de 2 autres fondateurs, mais masculins, donc Benoît Verdier et Olivier Royer. Aujourd'hui, Ex Nihilo, c'est 300 points de vente dans le monde, plus de 55 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et tu viens également de lever 25 millions d'euros auprès de Euraseo Brand. Donc vraiment, chapeau. Alors, c'est vrai que quand on lit ton parcours, Sylvie, que ce soit ton parcours d'étudiante ou ton parcours professionnel, on se rend compte que tu as dû côtoyer quand même très peu de femmes. Je pense que Centrale et MIT, le pourcentage finalement d'hommes doit être quand même très très faible. Et j'aurais aimé en fait avoir un peu ton avis là-dessus. Est-ce que ça t'a aidé ou pas aidé? Qu'est-ce que tu as ressenti? Parce que c'est vrai que quand on en a parlé, tu m'as expliqué que pour toi, le fait d'être une femme, ça t'avait peut-être justement un petit peu aidé. Et c'est intéressant aussi d'avoir ta vision également là-dessus. Alors c'est vrai que moi, j'ai 2 parents mathématiciens en plus, donc c'était des milieux quand même assez masculins. Et globalement, je pense que tous les métiers d'ingénieur aujourd'hui, même si on essaie de pousser la diversité, c'est un peu intrinsèque, comme la littérature est plus féminine. Bon, voilà, c'est aussi des préférences, mais c'est vrai que ce soit en prépa ou en école, à l'époque, il y avait un peu moins de 15% de la promo qui étaient des femmes. Donc moi, j'ai toujours vécu ça plutôt comme un privilège parce qu'on était peu nombreuses et du coup très regardées. Donc avec beaucoup de bienveillance. Après, c'est des milieux qui sont pas très durs. Enfin, j'étais aussi en banlieue, j'ai grandi en banlieue et
Là, je suis arrivée quand même sur des milieux très feutrés, en prépa et en école. Donc moi, je jouais plutôt, enfin de manière positive, sans être, voilà, sans intérêt particulier, mais j'ai toujours trouvé ça plutôt plaisant d'être dans des milieux masculins. Et j'ai en tout cas, moi, toujours eu des expériences assez bienveillantes, sachant que en France, à l'époque, la question se posait pas tellement, mais quand j'ai commencé à travailler aux États-Unis, c'était une vraie question déjà, notamment autour du harcèlement. Et donc, dans les sociétés, par exemple, je me rappelle très bien qu'on ne pouvait pas fermer la porte d'un bureau si on était seul avec un homme. Et donc, c'était déjà un vrai sujet que moi, je ne comprenais pas trop en tant que Française. Enfin, je voyais pas vraiment le problème, mais les hommes étaient vraiment faisaient très très attention à ça. Donc c'est vrai qu'en plus nous en tant que consultants, du coup on était amenés à changer de clients très régulièrement et puis pareil, c'est un peu cliché, mais la plupart de nos clients, du coup, c'était les équipes dirigeantes, c'était beaucoup des hommes. Et du coup, c'est vrai que j'étais dans des milieux globalement assez masculins. Mais alors, pourquoi je disais que c'était une chance? Je pense notamment le MIT. En fait, c'est tous ces secteurs-là essayer de féminiser déjà à l'époque. Après, les critères de sélection sont pas très clairs, mais je pense que ça a dû m'aider quand même d'être une femme dans tous les critères à cocher, comme ils essayaient déjà de pousser la diversité et que sincèrement, à l'époque, si on était une femme noire qui voulait être ingénieure, c'était quand même, voilà, ça faisait partie des choses qui, en tout cas, ils essayaient de pousser. Évidemment, il faut pas que ça, mais je pense que c'était plutôt un avantage. Et en tant quand même représentante pour le coup d'une minorité, est-ce que ça t'a donné encore plus envie de casser justement le plafond de verre et de vraiment pousser les limites, quoi? En tout cas, moi, je l'ai jamais vécu comme étant une minorité, encore une fois. Je pense que, enfin, mon envie de réussir, et je pense qu'on entend dans ces parcours, alors peut-être avec, voilà, moi j'ai peut-être eu des expériences moins dures, mais en tout cas, j'avais quand même très envie de partir de chez moi. Enfin, ça a été un truc, voilà, j'avais un environnement familial pas forcément facile, et ça a été un vrai moteur. Déjà de gagner sa vie. Alors moi, cette envie d'être indépendante, c'était avant tout à la base de partir de chez moi, pas du tout dans l'idée de pas dépendre d'un homme ou quoi que ce soit, mais cette vraie, véritable envie de se dire que je pourrais faire ce que je veux à partir du moment où je gagnerais bien ma vie. Et c'est vrai que même à l'école, pour moi, ça a été très tôt un moteur de réussir pour ne plus dépendre. Et que dès que j'ai pu partir, je suis partie. Et c'est peut-être aussi pour ça que je suis partie aux États-Unis, parce que j'avais envie à la fois de découvrir, mais surtout de fuir, quoi. De fuir, ouais. Super, merci. Mais ça corrobore tout ce qu'on dit sur le fait voilà, d'entreprendre, c'est de la liberté, quoi, le fait de travailler, d'aller vers l'indépendance financière, voilà. Alors merci, on va parler avec Eleonora maintenant. Donc Eleonora, je ne sais pas si les personnes connaissent Eleonora ou pas, parce qu'on parle que d'elle en ce moment, quoi, et on la voit partout. Voilà, on la voit à la télé, à la radio, sur les podcasts, dans la presse. Donc tu as un parcours aussi totalement éclectique, tu es passionné de cuisine, tu es chef, tu es journaliste, tu es auteur gastronome, tu es comédienne. Et tu es à l'affiche d'une pièce qui est extraordinaire, qui s'appelle Dévorante, qui est tirée en fait de ton expérience personnelle, qui parle de cuisine italienne, mais pas que, et parle également d'emprise. Et ce que je trouve très intéressant, moi, c'est vraiment la posture que tu as, Eleonora, et tu vas nous en parler. C'est que tu as voilà, vécu, tu as une expérience personnelle qui est très très difficile, mais tu ne te poses pas en victime. Voilà, tu es maître de ton destin, et donc tu donnes beaucoup d'espoir justement aux personnes qui peuvent se trouver dans des situations d'emprise, et tu utilises l'allégorie de la cuisine du chef justement pour l'illustrer. Est-ce que tu peux nous parler, Eleonora, de cette pièce magnifique et de la genèse de celle-ci? Bien sûr. Alors pour la posture, est-ce que je me tiens assez droite?
La genèse de cette pièce, bon, c'était une exigence. Ce qui était pour moi important, c'est Dévorante est un spectacle qui effectivement est conçu partiellement comme ce que je sais faire jusqu'à là, c'est-à-dire des cours de cuisine. Donc c'est un cours de cuisine italienne interactif avec le public. La raison pour laquelle nous avons décidé qu'il soit interactif, c'est parce que je voulais fortement que les spectateurs puissent se dire c'est la cuisine d'Eleonora, mais c'est la nôtre aussi. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on fait de notre tambouille personnelle? La vie étant comme une série d'ingrédients les mêmes qui nous sont servis au début. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces ingrédients? Comment nous nous positionnons afin de voilà, faire la meilleure recette possible? Et tant qu'il n'y a pas la bonne recette, eh bien, on change la recette et on change la recette et on change la recette. Donc, il y a beaucoup d'analogies justement avec la cuisine et on comprend au fur et à mesure, hein, c'est un spectacle qui est vraiment conçu comme un millefeuille, que toutes les scènes de cuisine contiennent uniquement des phrases qui sont des analogies avec la vie. Ceux qui sont venus 2 fois s'en sont rendus compte et il y a un nombre de personnes, la salle est toute petite, hein, c'est les petits maturins, qui sont revenus déjà 2 fois parce que la première fois, ils ont découvert le spectacle, la deuxième fois, ils ont ramené quelqu'un qui, selon eux, aurait dû entendre les messages. Moi, je suis venue 2 fois. Ah, c'est vrai, Camille est venue 2 fois, elle m'a amené plein de très belles personnes. Et Agnès Comar, qui est aussi présente aujourd'hui, s'est occupée de la scénographie très pop, très, très italienne et très joyeuse. Et merci encore. Et dans les spectacles, en fait, il y a une alternance entre la femme publique et la femme privée. La femme publique qui fait un cours de cuisine, elle est italienne, elle est pétillante. Alors encore là, une forme de déterminisme parce que je suis arrivée en France il y a environ 10 ans. J'ai commencé à faire des chroniques à la télé, publier des livres, parler de mes livres. Et on s'attendait de moi toujours de la bella italiana, bella donna, voilà, toujours heureuse, toujours contente et bah, la ferme là. Et en fait, il y avait derrière toute une série d'événements qui arrivaient dans ma vie. Et que j'ai caché. Moi, je trouve que l'héroïsme du quotidien de nous toutes, c'est justement de basculer entre la femme publique et la femme privée de manière très soudaine et de devoir tout de suite se ressaisir pour sa survie ou mieux, j'espère, sa vie. Et donc, voilà, de passer de la survie à la vie, c'est l'espoir et les points de réflexion de ces spectacles, et, évidemment. Et ce qui est un peu... une forme de, pardonnez-moi les mots qui est un peu fort, mais des schizophrénies en fait qu'on vit tous les jours, de se retrouver à voilà devoir parler devant du monde comme ce soir. Non, je suis très heureuse aujourd'hui, mais voilà et des minutes après à prendre une mauvaise nouvelle et devoir faire face à ça et puis retourner dans son bureau et c'est cette espèce de bascule. Moi, je trouve ça extrêmement brutalisante et nous l'avons tous les jours. Donc, outre les expériences plus ou moins agréables qu'on peut vivre, on a aussi ça. Et puis, ce que je voulais faire avec ce spectacle, c'était véritablement parler de l'histoire d'une introspection. C'est-à-dire, je ne voulais pas du tout, en parlant de violence conjugale, mais positionner comme une victime, parce que je pense que si quelqu'un, c'est récent qu'il est ou elle est une victime de sa vie, il sera un jour persécuteur pour se venger de la vie. Et donc, moi, je voulais prendre un côté neutre, méta, où en gros, j'observe cela, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? Quelles sont les racines de ça? D'où ça vient? Elle est où cette fêlure qui a permis à la toxicité de rentrer? Parce qu'effectivement, la personne que j'ai rencontrée avait d'autres fêlures, lui aussi. Ben voilà, donc on s'est rencontrés dans ces fêlures et on a fait cette tambouille qui ne fonctionnait pas très bien. Et donc, en fait, dans
dans les flashbacks, justement, je raconte une histoire très banale, une histoire entre une maman et une fille dont la maman est un peu hypochondriaque et au lieu de parler de l'absence du père qui est pourtant voilà, euh, très présente, voilà, l'absence présente exactement, eh bien, elle parle de la pasta à la tomate qu'elle ne sait pas faire parce qu'elle prend que des médicaments et qui du coup est une espèce de soupe en fait. Non, c'est une espèce de truc trop cuisiné qui ressemble à rien. Et voilà, donc ces silences qui sont la sauce tomate et l'aspirine, c'est quelque chose voilà qui m'avait beaucoup pesé et je voulais le transmettre parce que je pense que c'est une histoire assez banale, assez donc universelle. On a tous eu quelqu'un de notre entourage proche qui a fait de son mieux, mais et dont son mieux est rentré dans nos veines comme une forme de maladresse impardonnable. Et je voulais partir de ça pour me dire, ok, donc qu'est-ce que je fais avec ces segments de vie-là, cette légende que je me raconte, et comment je l'utilise pour autoriser des choses ou pas dans ma vie. Et ensuite, effectivement, les signaux rouges de la construction d'une empreinte sont effectivement listés les uns après les autres et on se rend compte qu'en fait, nos entrailles savent tout de suite ce qui se passe. D'où l'analogie avec la cuisine. En fait, quand un plat est bon, on le comprend tout de suite et quand c'est pas bon, et bon, ça passe, on n'a pas le temps et puis voilà. Et donc... je sens qu'il y avait peut-être un point de vue, un angle qui, je ne sais pas, avait peut-être pas été analysé et qui était véritablement le point de vue de essayer de comprendre quelle est notre responsabilité personnelle autant qu'adulte euh, qui consentent à ce qu'un type de relation s'efface. Or, dans les spectacles, c'est des violences conjugales, mais effectivement, au même titre, ça peut être des violences intrafamiliales ou professionnelles, ou parce que c'est toujours les mêmes types absolument, absolument. Et aussi la manière dont nous nous sentons est toujours la même, et donc elle devrait déjà nous alerter sur la suite. Et évidemment, l'amour-propre, qui semble quelque chose de très simple, c'est pas facile, eh bien, c'est l'issue, la seule issue qui peut nous sauver. C'est pas les autres qui nous sauvent, ça c'est certain. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que tu parles forcément des violences conjugales, qui est ton expérience personnelle, mais ça va au-delà, puisque tu parles en effet des mécanismes de l'emprise, d'harcèlement. Et donc, typiquement, les personnes qui viennent voir ton spectacle, est-ce que tu as un peu tout type Est-ce que tu as vu une évolution, en fait, des spectateurs, justement, avec le bouche à oreille ou voilà, quel est le type, tu vois, le profil de personnes qui viennent te voir? Ah, merci pour cette question. En fait, ça devient de plus en plus intéressant. C'est même au-delà de mes espoirs. J'avais déjà conçu ces spectacles, non pas comme un spectacle, mais comme un projet social de prévention contre le harcèlement. Mais là, de plus en plus, la salle fait 84 places. Eh bien, j'ai au moins une vingtaine de témoignages à chaque représentation. Des gens qui m'écrivent des mails, des longs mails, en me disant, voilà, moi aussi, à cette échelle ou cette échelle-là, ça m'est arrivé, ou bien ma mère, ma tante, ma cousine. Et, euh, et ces personnes viennent ensemble pour pouvoir par la suite parler, faire des points de réflexion. Et je ne pourrais pas être plus heureuse parce que je voulais sortir de la névrose et transformer ça en quelque chose qui puisse être au service des autres. Parce que sinon, moi, toute seule, je perdais la tête. Merci beaucoup, Éléonora. On parlera tout à l'heure justement de ton engagement. On va parler de Sylvie Oyon maintenant. Euh, Sylvie, en fait, est-ce que justement maintenant tu as en toi une sorte de mission? Et je sais que tu fais beaucoup de choses justement pour les jeunes dans les banlieues, où tu vas justement essayer de transmettre ton amour finalement pour la littérature, mais aussi, c'est ça que je trouve super intéressant, les valeurs de la République. Parce que toi-même, tu dis, ben voilà, la France, c'est une mosaïque de culture. Et la France, tu as un grand amour pour la France qui t'a vraiment finalement donné la chance. Et tu dis que si tu en es là aussi aujourd'hui,
c'est grâce à la République, voilà, et toutes les valeurs. Oui, oui. Moi, je suis une enfant d'immigrés, hein, mais nous, on a été, moi, j'ai pas connu mon père, et on a été élevés chez nous à la Courneuve. Il y avait, mon grand-père avait mis les droits de l'homme et du citoyen encadrés au mur dans la salle à manger, et à côté les 10 commandements. J'étais cadrée comme ça. Voilà. Bon, au final, je mange du porc, tout va bien. Mais... Non, ce que je veux dire, c'est que pour être plus sérieuse, moi, il y a un truc qui me désole, c'est que donc dès qu'on m'appelle pour montrer mon premier film, donc mon premier film, Papa Was Not a Rolling Stone, raconte l'histoire de mon passage. Moi, j'ai grandi au 4000 à la Courneuve. Ma mère m'a eu à 17 ans et demi d'un flirt poussé avec un Algérien, donc un musulman. Et en fait, à l'époque, on se mélangeait pas les juifs et les musulmans. C'était chaud, quoi. Donc, bref, mon père est parti. J'ai 5 oncles, donc on fait en sorte qu'il n'approche plus la sœur, à l'ancienne, quoi, sous le plan des Siciliens, mais tunisiens. Et, euh, et donc, j'ai grandi avec ma famille juive tunisienne, dans un amour de la France avec. Donc là, ça va être le ramadan, avec les échanges entre nous à Kippour et le ramadan. Enfin, tout ça communiquait très, très bien. Et puis, donc, ce film qui raconte cette transition entre la Courneuve et puis Paris, les beaux quartiers, etc., une ascension sociale, mais ça, c'est pas ça le plus important. Le truc, c'est de changer de monde, c'est de changer de paradigme et c'est de changer de grammaire. Et quand je suis arrivée dans les banlieues où on a montré mon film dans des écoles, alors je voyais des filles voilées de là jusque-là, qui étaient hyper véhémentes. J'ai rien contre les filles voilées, attention, mais qui avaient une espèce de véhémence contre l'État français. Et j'étais là, attends les gars, attendez. En fait, excuse-moi, mais les allocations familiales, je suis pas du tout extrême droite et tout ça, mais à un moment donné, il faut regarder la France en face, quoi. C'est-à-dire, moi, si je m'en suis sortie, c'est parce que j'ai été boursière au mérite. Moi, quand j'étais à l'université, j'avais 2900 francs par mois. C'était énorme à l'époque pour pouvoir étudier. Et ça continue. Et je dis, ne crachez pas sur la France, parce qu'en fait, vous êtes françaises, les filles. Alors, tout à l'heure, tu disais un truc très juste, il y a deux maisons. C'est-à-dire, il y a la vie dedans à la maison et il y a la vie dehors. Mais j'ai le sentiment qu'à notre époque, c'était comme ça, hein. Moi, mes grands-parents me parlaient arabe, malgré un amour immense pour la France, on me parlait arabe à la maison. Mais il y avait, on respecte la France. Mon grand-père, il disait, on sort pas avec une kippa sur la tête. Enfin voilà, la religion, c'est à la maison. Enfin, il y avait pas toutes ces revendications, ce durcissement. On parle de l'islam, mais le judaïsme aussi, c'est durci. Alors, il y a moins de juifs en France qu'il y a de musulmans, donc ça se voit moins. Mais non, mais c'est vrai. Donc, ça se voit moins, mais c'est quand même, il y a un durcissement de toutes les communautés, enfin des communautés qui ne sont pas, entre guillemets, historiquement légitimes sur cette terre. Quoi qu'il en soit, c'était important aussi pour moi d'aller à la rencontre des jeunes qui sont un peu désabusés. Et c'est hyper important de leur dire accrochez-vous. Et la France, aimez-la, quoi. Aimez-la parce que la France, elle est aimable, quoi. Je vois là, en fait, non, mais quand on voit tout le bashing là, sur les Jeux Olympiques, là, je me souviens d'une couve sur la Coupe du Monde, vous avez dit, et on joue à 13, de l'équipe, pardon, du journal de l'équipe, et on joue à 13. Putain, on l'a gagné la Coupe du Monde. Et les journalistes de l'équipe, ils disaient, vous jouez à 13. Le pauvre Aimé Jacquet qui s'en est pris plein la gueule, il a dû faire un AVC derrière et était en PLS pendant 3 semaines. On a gagné la Coupe du Monde. Là, les Jeux Olympiques, alors je vous dis ça, mais même chez moi, tout à l'heure avec mon mari, ça va être horrible, ça va être moche, elle va pas traverser la Seine. Mais ferme, ça va être magnifique. L'affiche, elle est belle. Il n'y a pas la croix sur le machin, mais c'est la loi du sport. Il n'y a pas de religion dans le sport. Arrêtez, il n'y a pas de drapeau. S'il y a des drapeaux français, s'il y en a, cherche un peu où est Charlie, tu vas le trouver. Voilà, et en fait, ce que je veux dire, c'est que moi, ça me tient à cœur. J'ai élevé mes enfants comme ça. C'est la France, on l'aime, quoi. C'est pas on l'aime ou on la quitte, on reste et on l'aime. Voilà. Et si, par malheur, des extrêmes devaient passer dans quelques années, eh ben on reste et on prend le maquis et on se bat. Et on leur prouve qu'on a... Voilà, la France, c'est un beau... Moi, j'ai fait le tour du monde. Vraiment, je suis allée partout. La France, c'est un beau et grand pays. Et j'ai fait un truc pendant le Covid, par exemple. J'ai réussi à avoir des autorisations, pardon, mais j'étais partout, il n'y a pas de masque. En Espagne, en Hollande, en Suède, voilà. J'ai fait le tour de l'Europe grâce à des auteurs. Et en fait, j'ai vu à quel point, pour de vrai, on avait été bien traités. Mais le pauvre Macron, ce qui s'est pris dans les dents. Mais ce qui s'est pris, mais je vous assure, j'étais chez le coiffeur en Hollande. Et la nana me dit, on attend encore les aides. Et combien vous avez? Ah bah pour 3 mois, on a 392 euros.
Je dis, les gars, tous les restaurants de Paris, ils ont refait leurs chiottes là, avec les... Vous n'avez pas vu que toutes les... Voilà, bon bref, je pourrais parler des heures de mon amour de la France, mais il est réel et soutenu par des... Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Et la France, elle nous en donne... Moi, elle m'en a donné beaucoup des preuves d'amour. Voilà. Et j'ai fait un TEDx là-dessus. J'ai fait un TEDx sur qu'est-ce que c'est qu'être français, qu'est-ce que c'est que l'amour de la France, qu'est-ce que c'est qu'être un enfant d'immigré. C'est comme Victor Hugo, c'était un bourgeois, et c'est un bourgeois qui a écrit Les Misérables. Voilà. Et c'est... Voilà, il y avait cette distance-là. Moi, j'ai cette distance... ma mère est née en Tunisie, mon père en Algérie, et je sais ce que c'est que d'être reconnaissant, voilà, d'être reconnaissant envers un pays qui nous a accueillis. Je me souviens, dernière chose, et c'est vrai cette histoire, mon grand-père, donc, il avait 10 enfants, donc il avait les allocs. Ouais, bah ouais, c'est le bédard. Et un jour, on a reçu l'APL à la Courneuve et les aides personnalisées au logement. Il a dit, ça va pas la tête, on va pas prendre encore, on va pas voler. Il a pas voulu prendre les APL. Et c'est vrai, c'est une vraie histoire. Voilà. Merci Sylvie. Pour Soumia maintenant. Dans la continuité. C'est la version tranquille. Non, Soumia, donc justement, tu vois, on parlait de mission. Donc Sylvie en parlait. Et moi, c'est aussi, tu vois, il y a encore beaucoup de similitudes aussi avec Sylvie. C'est que justement, toi, toutes les discriminations et les injustices que tu as pu vivre, bah, finalement, tu les as utilisées pour vraiment faire, quoi, mettre en place des vraies actions. Donc, tu as parlé tout à l'heure de ce que tu as pu faire, notamment concernant... alors, je crois que tu as notamment un mandat au MEDEF. Tu as participé aussi à une association avec Ramayad et avec Rachida Dati. Et dernièrement, tu es présidente de la CCI Paris. Ça serait hyper intéressant que tu nous expliques un peu ton mandat. Et ce que tu fais justement pour l'entrepreneuriat féminin, qui est également, on va dire, un de tes combats aujourd'hui. Non, mais quand on dit que je suis une entrepreneur engagée, c'est vrai que le mot engagé, c'est quelque chose qui est... voilà, j'ai toujours travaillé dans l'entreprise, j'ai créé mon entreprise, mais j'ai jamais pu concevoir ne faire que ça. C'est-à-dire que l'engagement, il est vraiment en permanence. Dès que je... Et puis, il s'avère qu'aujourd'hui, les entreprises doivent s'engager aussi dans leurs responsabilités. Mais pour moi, déjà, la notion de responsabilisation et de responsabilité étendue d'une entreprise, elle était déjà pour moi évidente. Je le faisais déjà quand j'avais ma boîte. Ensuite, effectivement, quand j'ai vendu mon entreprise et que j'ai rejoint une autre entreprise, j'ai tout de suite, je me suis engagée en 2006 quand il y a eu la crise des banlieues. J'étais encore dirigeante et je sors de chez moi. J'avais mon entreprise, j'étais dans les beaux quartiers, j'étais ce qu'on appelle une bourgeoise. Donc j'étais devenue bourgeoise et j'ai eu un électrochoc de voir qu'à quelques kilomètres du parc Monceau, je suis dans le 8e, la banlieue brûlée et que c'était la troisième génération après la mienne qui ne s'intégrait pas, alors que la première s'était complètement intégrée, puisqu'effectivement, on avait créé une association qui s'appelle le Club 21e siècle, qui a été cofondée par Rachida Dati et Hakim El Karaoui. Et l'idée, c'était de dire le 21e siècle, c'est le siècle de ce renouveau d'une autre élite, mais une élite issue de la diversité, parce que dans ce club, tous les gens étaient super diplômés, mais ils étaient d'origine étrangère et ils avaient fait des parcours de réussite académique ou professionnelle. Donc ce club qui existe toujours. Donc moi, je l'avais rejoint. Mais là, je me suis engagée un peu plus, c'est-à-dire voyant que les banlieues brûlaient et qu'il y avait un problème de ces jeunes qui étaient sans emploi. Et ça continue, puisqu'on a aujourd'hui un demi-million de jeunes, 680 000 jeunes aujourd'hui en France, dans notre pays, qui sont des décrocheurs et qui n'ont pas de bac, quoi. Juste quand on se dit ça, moi souvent je compare avec ma ville où je suis née, Saint-Quentin, c'est 80 000 habitants. Déjà pour moi ça me paraissait énorme cette ville. Donc il faut multiplier par 6 ou 7 le nombre de tous ces jeunes qui sont tous ceux qu'on a vus pendant toutes les crises qu'on a eues l'année dernière et qui peuvent réapparaître à tout moment, parce que c'est juste c'est juste une cocotte minute, quoi, qui est sur notre territoire, dans les banlieues, dans les quartiers. Donc à cette époque, moi,
je me suis dit, mais où je peux aller? Donc, j'ai appelé le MEDEF et j'ai rejoint le MEDEF. Et c'est à ce moment-là, c'était sous le mandat de Laurence Parisot, je suis devenue son porte-parole diversité et je suis allée faire le tour de France de la diversité pour aller finalement expliquer aux chefs d'entreprise, donc j'étais quand même avec Claude Bébéard, Gérard Maestralier, enfin, les grands capitaines d'industrie, que c'était bon pour l'économie que de recruter dans la diversité. Je disais que c'était bon pour la croissance. Donc moi, j'avais pris tous les codes de l'économie, je m'étais mis dans les chaussures des entrepreneurs. Et c'était pas la diversité, c'était pas la charité, c'était pas le misérabilisme, c'était vraiment vous allez augmenter votre croissance. Voilà, prenez des jeunes, ils ont la niaque. Le travail est une chance pour eux, alors que pour certains jeunes, c'est un dû. Encore plus aujourd'hui, d'ailleurs, les jeunes ne veulent plus travailler. Donc, d'ailleurs, j'ai repris ce slogan aujourd'hui à la Chambre de commerce où je m'occupe aussi de tout le recrutement des entreprises qui, aujourd'hui, on est en pleine pénurie de compétences avec justement les JOP et qu'on va recruter pour le compte des entreprises dans les quartiers politiques de la ville. Il y en a 230 en Île-de-France. Donc, c'est des quartiers où le taux de chômage est 3 fois plus élevé que la moyenne. Donc, voilà, les décrocheurs. Il y a 21 quartiers politiques de la ville dans Paris. Donc, des jeunes qui ne bougent pas de leur immeuble. Donc, on va, avec les entreprises, on fait du sitting. Bon, on a des groupes comme Accor, comme le Hilton, en fait, tous ceux qui ont besoin de recruter pour les JO. Et on met une table et les jeunes descendent de chez eux et n'ont pas de CV et on va discuter avec eux. On a mis en place plein de choses, le stade vers l'emploi. On a loué le stade Jean Bouin et on s'est dit, tous ces jeunes aiment le sport. Eh ben, on va faire venir des recruteurs qui vont commencer par jouer avec eux et ensuite, est-ce que ça matchera? Ils vont leur proposer des jobs, mais sur le stade. C'est-à-dire qu'on va, voilà, on va aller vers, quoi. C'est l'approche aller vers, parce que ces jeunes et ces moins jeunes, mais surtout ces jeunes, ils sont totalement exclus du marché de l'emploi. Enfin, ça ne les atteint pas et donc ils sont hors du système complètement. Donc voilà, et ensuite j'ai créé une association qui est devenue maintenant une vraie structure de place qui s'appelle l'AFMD, l'Association française des managers de la diversité, qui aujourd'hui regroupe à peu près 400 entreprises. Et c'était vraiment comment on allait accompagner les entreprises pour leur donner les moyens de lutter contre les discriminations. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, même avec Alexandra Pal, que certains connaissent parce qu'elle est très militante, on avait la HALD, il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en place et on a réussi justement à sortir de la trappe du déterminisme, de la trappe de la pauvreté. J'ai lancé tout le programme d'égalité des chances à l'Université Paris-Dauphine quand j'étais au conseil d'administration. Donc à l'époque, Dauphine voulait, voilà, c'était quand même que les jeunes des quartiers du 16e qui rentraient à Dauphine. Et pour sortir de ça, ils avaient identifié des lycées en banlieue et ils avaient identifié des jeunes qui étaient en seconde et en fonction du potentiel, ils allaient les muscler en première et en terminale, et ensuite ils préparaient le même concours, parce que c'est presque un concours à Dauphine, parce qu'ils regardent les dossiers de première et de terminale, et on a pu comme ça commencer à créer un programme d'égalité des chances et à faire venir des jeunes qui étaient des banlieues. Et la première année, on s'est aperçu que c'était bien, mais on s'est aperçu quand même qu'ils pouvaient décrocher, parce qu'en fait, le fait d'aller et de venir de la banlieue à l'école, c'était trop dur. Donc c'est à ce moment-là où le président de Dauphine, Laurent Bach, a commencé à envisager de financer des logements étudiants, dont plus de la moitié serait donc de pouvoir les avoir à proximité et de trouver aussi des tuteurs étudiants pour qu'ils puissent accompagner ces jeunes qui arrivaient à Dauphine. Et la rupture sociale était tellement dure. Enfin, je veux dire, ils venaient d'un monde tellement différent, même s'ils ils avaient le potentiel pour faire les études à l'université. Ils n'avaient pas socialement les codes et ils n'avaient pas... voilà. Et je voudrais juste raconter une anecdote d'un collaborateur dans la boîte où j'étais, qui s'appelait Taoufik Amri. Il est normalien et son frère a fait Polytechnique. Et en fait, il venait d'une ville du sud de la France, une famille complètement aussi, les parents analphabètes. Et ils ont été repérés à l'issue de leur classe. Et en fait, ils ont préparé tous les concours. Et Taoufik me racontait
qu'il avait été admis à Polytechnique, mais qu'en fait, il avait choisi Normal Sup parce qu'il allait être payé mieux que Polytechnique, mais qui ne savait pas pourquoi il a. Enfin, c'était voilà, ils sont arrivés là et c'était incroyable. Maintenant, c'est un des patrons de la data analyse chez Capgemini. Mais quand il nous raconte son histoire, moi, je pleure parce que c'était tellement pas. Ses parents analphabètes complètement. Les deux enfants ont fait les plus grandes écoles de France et ensuite voilà. Mais on sent quand je discute avec lui qu'il y a toujours il y a toujours quelque chose qui est difficile à vivre. Déjà, c'est cette d'accéder à ce statut social reste toujours une difficulté. Donc, ouais. Non, mais voilà. Donc voilà. Alors, il y a l'heure qui tourne. Juste très rapidement, Soumia, est-ce que tu peux nous parler très rapidement de ton mandat à la CCI, notamment tout ce que tu fais en faveur des femmes et du programme que tu as lancé? Alors, moi, j'ai lancé un programme à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, qui est un établissement public, qui est rattaché à Bercy. Et donc, on accompagne les entreprises, c'est la mission de service public. Donc, quand je suis arrivée, j'ai lancé un grand programme sur les 3 I. I comme inclusion, I comme innovation et I comme industrie créative et culturelle. Et dans l'inclusion, j'ai vraiment voulu booster l'entrepreneuriat au féminin à Paris, parce qu'il n'y a que 25% de femmes qui entreprennent à Paris. Elles sont 30% en France. On est quand même très loin. Et donc, on a lancé un programme d'1 an. Je remercie quelques partenaires qui nous accompagnent pour vraiment muscler et accompagner les femmes qui entreprennent. Le programme Early Stage, c'est entre 1 et 3 ans pour qu'elles évitent de décrocher. Donc, on leur donne plein de vitamines. Qu'est-ce que l'URSSAF? Comment faire un contrat de travail? Comment préparer son business plan? Comment aller chercher des financements chez France Invest? Voilà, pour éviter qu'elles décrochent. Et le 3 ans et plus, c'est pour les aider à se développer, aller à l'international, parce que nous, on a un réseau mondial des chambres de commerce, et vraiment pour qu'elles arrivent à maturité, même sur le plan business, parce que là aussi, les femmes sont très, très mal, je dirais, elles ont 3 fois moins accès au financement que les hommes. Alors souvent, parce que le projet n'est pas éligible, c'est faux, c'est totalement faux. Là, on a des projets exceptionnels dans tous les domaines, innovation, industrie, deep tech, voilà, il y en a dans tous les domaines. Donc voilà, donc comme je suis très très heureuse de ce programme. Et voilà, il y avait 90 femmes qui sont venues candidater pour le programme 3 ans et plus. On n'a pu en prendre que 30. Donc c'est vraiment pour dire, quand j'ai dit à mon directeur général en arrivant, je vais faire un programme pour les femmes, je me dis, mais tu vas pas faire un programme genré? Je lui dis, si, que pour les femmes. Et donc ça marche très bien. Je ne dis pas qu'elles ont des problèmes qui sont propres aux femmes, l'autocensure, enfin, un certain nombre de sujets qu'il faut adresser. Mais il y aura peut-être des hommes et des hommes aussi qui ont des programmes. On organise des programmes pour les hommes aussi, mais là, c'est super. Et d'ailleurs, tu es marraine. Oui, je suis marraine et en effet, j'ai fait partie aussi du jury de sélection. Et il y a vraiment des très belles candidatures. Et puis, on les accueille aussi tous les ans ici, où on fait une petite session sur l'entrepreneuriat, la levée de fonds, la difficulté d'être entrepreneur ou pas. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours des solutions. Mais c'est vrai qu'être entrepreneur, c'est être un peu sportif de haut niveau, quoi. Franchement, c'est tous les jours, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est son lot de surprises. Mais voilà, il y a toujours des solutions. C'est ça qui est hyper positif et on rencontre des gens qui sont formidables. Alors, je vais donner la parole à Sylvie Laudet. Comme on parle d'entrepreneur, j'ai envie de dire, voilà, quel plus bel exemple que Sylvie, qui est donc entrepreneur. Aujourd'hui, c'est quand même un groupe, puisque c'est quand même 55 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il y a combien de personnes chez Ex-Nihilo? En direct, 70 personnes quand même. Moi, ce que je trouve super intéressant dans Ex-Nihilo, c'est que, et tu vas peut-être nous en parler aussi, c'est qu'en fait, tu as complètement cassé les codes du secteur de la haute parfumerie. Alors, tu vas nous expliquer exactement le business model. Et la question que j'avais, c'est que est-ce que ça reflète justement ta personnalité? Tu as une personnalité qui est très forte. Donc, c'est vrai que quand tu dis que pour toi, le fait d'être une femme, ça n'a pas forcément été un problème, c'est peut-être aussi parce que tu avais une personnalité
tellement forte que finalement, eh ben, c'est la personnalité qui a prédominé finalement ton identité, voilà, de genre. Donc ça, c'était la première question. Et deuxième chose, justement, quand on est en plein développement comme ça, je sais que tu développes beaucoup au Moyen-Orient, dans les pays de l'Est, où finalement les droits de la femme sont pas, voilà, sont pas du tout les mêmes que ici en France. Et comment est-ce que tu fais? Est-ce que c'est toi qui vas négocier ou est-ce que c'est tes cofondateurs masculins qui vont négocier? Voilà. Alors, juste pour en tout cas, la genèse Ex Nihilo, je pense que quand on entreprend, c'est un peu un acte de foi. Je pense que souvent, c'est assez intuitif. On se dit que il y a une véritable envie qu'on ne maîtrise pas. Et honnêtement, je pense que même quand on connaît le métier, on ne sait pas du tout si ça va marcher, pourquoi ça va marcher. Et comment tout ça va se dérouler. Donc, d'ailleurs, quand on retourne au tout début et ce qu'on avait planifié, on en est tellement loin que voilà, on n'a pas du tout pris la route qu'on avait prévue. Donc, moi, c'était je pense, un pari de carrière. J'ai jamais eu l'impression de prendre un risque énorme. Mais en tout cas, je pense que la chance qu'on a eue, c'était de s'associer très tôt. On était trois opérationnels, on va dire, et un investisseur qui nous a suivis depuis le début. Et en tout cas, moi, je trouvais que cette chance d'être associé, entouré, c'était hyper important parce que humainement, je pense qu'on a tous des hauts et des bas, des forces et des faiblesses, et que c'est très dur. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui essaient d'entreprendre seuls et de trouver ensuite des associations, et c'était très dur. Et je pense qu'il y a cet équilibre à la fois de genre, mes deux associés sont des hommes, mais aussi de personnalité, cette complémentarité, c'est cette richesse aussi, la diversité, c'est pas que homme ou femme, évidemment, mais en tout cas, nous, on le ressent dans nos compétences, dans nos caractères, dans tout ce qu'on a vécu. Et quand on recrute, on essaie de recréer ça dans les équipes parce que je pense qu'il n'y a rien de pire d'avoir des équipes juste qui vous ressemblent et qui sont des mini-me, et qu'on apprend énormément de créer cette diversité à notre niveau. Et puis c'est vrai qu'on a des métiers retail aussi, donc on a des gens voilà, qui n'ont pas forcément des très gros salaires. On a beaucoup de gens qui font des métiers très difficiles, qui sont debout toute la journée dans des environnements où il peut faire très chaud, puis très froid, et puis avec du flux permanent, où il faut toujours avoir le sourire. C'est des métiers vraiment difficiles. Enfin, moi, je sais que je ne pourrais pas le faire personnellement, donc j'ai beaucoup d'admiration aussi pour nos équipes qui sont au front, comme on dit, tous les jours. Donc l'aventure après, c'est vrai qu'on a eu, je pense que c'est un enchaînement de plein de chances, de rencontres qu'il faut évidemment provoquer. Mais c'est vrai que nous, on est dans une industrie du luxe, qu'on a essayé de casser les codes, comme on dit, par rapport aux grands de ce monde, hein, qui est quand même dans une industrie qui est dominée par des grands groupes de luxe. Donc il faut se faire sa place avec des armes un peu différentes, que des coûts marketing énormes. Et donc, on a essayé d'apporter quelque chose d'innovant autour de la personnalisation, autour du service, de vraiment retrouver la magie et la beauté du parfum, et de reparler en fait de toutes ces belles histoires, de ces belles matières, de créer du rêve. Et donc, on a essayé de créer ce service en boutique où vraiment on peut personnaliser son jus. Ce qui d'ailleurs 10 ans plus tard, on est toujours les seuls à proposer ça, donc ça reste un service très innovant. Donc maintenant pour c'est sûr que les clients, en tout cas les pays dans lesquels on est le plus développé, je pense que c'est un peu lié aussi à ce monde du luxe, voilà, des gens qui ont énormément d'argent, et on voit dans le monde vraiment ces différences s'accentuer, où les riches deviennent très très riches, les pauvres deviennent très très pauvres. Et c'est vrai que nous, on le voit en frontal. Enfin, nos clients, il y a beaucoup de clients, c'est nos limites. Enfin, c'est vraiment, voilà, ils naviguent dans des sphères qui sont
qu'on n'appréhende même pas. Et malheureusement, cet argent vient souvent de pays dictatoriaux, beaucoup d'énergie primaire. Et donc, effectivement, nos premiers gros clients ont été les Russes, les Moyen-Orientaux, voilà, des clients qui naviguent dans de l'argent, quoi. Et alors, c'est des typologies très différentes. En tout cas, nos clients moyen-orientaux, c'est des gens euh, qui, en tout cas, sont globalement quand même beaucoup plus ouverts que ce qu'on pourrait appréhender, en tout cas de l'extérieur. Et c'est des gens à qui on a beaucoup de discussions, notamment même sociales, hein, sur leur développement, leur envie de s'ouvrir, leur envie d'évoluer. C'est des pays qui évoluent très vite. Maintenant, il y a encore, voilà, clairement une condition de la femme, hein, notamment en Arabie Saoudite, qu'on connaît un peu mieux maintenant. Qui reste désastreuse, quoi. Donc c'est vrai que voilà, c'est nos clients. Alors, ce qui est intéressant dans le parfum, c'est un peu anecdotique, mais c'est que pour le coup, le Moyen-Orient sont pas du tout genrés sur les parfums, donc ils ont vraiment un amour du parfum, une connaissance du parfum qui font que les couples souvent vont prendre les mêmes parfums et ensuite vont eux-mêmes mixer à la maison avec d'autres parfums, mais on s'imagine toujours que ça va être des pays très genrés et ils ne le sont pas par leur connaissance et leur amour du parfum. Et voilà, et les Russes, c'est vrai que c'est une clientèle également culturellement, nous on est extrêmement loin hein, de ces pays. C'est des langages, des communications assez brutales, même dans les magasins. Enfin, c'est des gens voilà, qui se comportent pour nous de manière assez agressive et brutale. Mais c'est leur manière, eux, d'interagir, c'est leur manière sociale d'interagir. Et on voit beaucoup de clientes qu'on connaît bien maintenant qui ont vraiment cet ancrage aussi social de la femme au service de l'homme, qui aime bien être menée, dirigée. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très culturel en fait dans cette interaction avec leur homme et c'est vrai que souvent c'est très cliché. Enfin, on a beaucoup de couples qui viennent où c'est très très cliché, où la femme est vraiment une femme objet et l'homme est là pour sortir son porte-monnaie, quoi. Et c'est vrai que c'est assez troublant enfin, pour nous aujourd'hui et avec en plus je pense toutes les discussions sociales qu'il y a autour de ça, c'est assez perturbant et ce qui l'est d'autant plus, je pense, pour les femmes, c'est de voir à quel point elles trouvent ça normal, enfin, qu'elles ne comprendraient pas que ça puisse être autrement. C'est culturel. Complètement. Ouais. Merci Sylvie, on va passer à Eleonora maintenant. Eleonora, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu là de ton projet parce que toi, en fait, derrière tout ça, il y a un vrai engagement, il y a aussi une mission de pouvoir justement parler des problématiques de l'emprise, du harcèlement, des solutions qui peuvent s'offrir aux personnes qui en sont victimes, mais qui n'ont pas forcément les moyens de venir voir ta pièce. Et ça, c'est un de tes gros projets, justement. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, absolument. Alors en fait, ce projet a été parrainé par la Maison des femmes, ce qui signifie que une fois profitable, je vais reverser une partie des recettes à la Maison des femmes, qui, à mon humble avis, agit d'une manière superlative sur les sujets parce qu'ils aident non seulement les femmes, mais les enfants également. Et je l'ai autoproduit. En fait, lors de la lecture de ce projet, donc les directeurs du théâtre des Mathurins, il était déjà persuadé de vouloir faire ces projets. Or, il y a 3 directeurs au théâtre des Mathurins. Donc, un étant moitié italien, je l'avais dans la poche. Mais les autres deux, quand ils ont entendu la lecture, ils ont dit c'est impossible. Et ils ont caché ça derrière l'effet que c'est trop hybride, soit tu nous fais de la comédie, soit tu nous fais du drame, tu peux pas faire les deux. Et moi, je leur ai dit, mais la vie, c'est les deux, tout le temps.
et tout le temps c'est immiscé en fait. Et puis la tragicomédie, c'est vraiment dans les sangs des Italiens. C'est comme ça que qu'on œuvre, et c'est comme ça que on palpite, et c'est comme ça que en fait on plaire en riant, et etc. etc. Donc et c'est notre dramaturgie à nous. Et donc bah, ils avaient dit non. Et puis j'étais tellement sûre de moi-même, c'est-à-dire j'étais tellement sûre de ce texte que je sentais très fort, etc., que j'ai invité les parterres de tous les producteurs de Paris, donc en faisant vraiment en passant des coups de fil pas possible, en disant je connais un tel que je connaissais personne. Donc en fait, j'ai essayé vraiment de mettre les armes des comédiennes de bon côté pour essayer de persuader du monde à venir. Tout le monde est venu. Personne n'a voulu. Trop dur. C'était génial, j'étais ravie. Et puis, ils ont tous dit, bon, c'est plutôt comme du subventionné, non, mais parler d'une thématique en riant, d'une thématique dramatique, non, c'est plutôt du public, mais attends quand même, mais ces genres de projets, ça s'est fait en moins 36 mois, mais non, moi, je veux les faire en janvier, c'était le mois d'octobre. Et pourquoi? Parce que, puisqu'il y a un côté extrêmement personnel à l'histoire, je me suis dit, en fait, après, je vais me dire, bon, bah, non, il n'y a pas de souci, je ne vais pas les faire parce que c'était trop personnel. Il fallait que ça soit un peu moins personnel pour que je puisse agir différemment. Donc j'ai voulu le monter, donc je me suis dit, bon, je vais l'autoproduire, mais comment? Je ne sais pas, donc je suis allée en parachute et j'ai commencé à demander des LED à des gens autour de moi. Dont notre magnifique Agnès, et à demander à des professionnels du secteur voilà, de m'aider à coudre artisanalement ces spectacles, donc la lumière, la scénographie, la mise en scène, donc deux metteurs en scène différentes parce qu'il y a effectivement deux côtés très différents, un côté comique, un côté dramatique, et puis bah, tout ce qui est voilà, l'organisation, un théâtre, la publicité, la presse, etc. etc. Et j'ai fait cela vraiment avec des bouts des ficelles parce que bon, voilà, j'ai aussi deux garçons, une famille, je dois m'occuper d'eux, et j'ai aussi une autre entreprise à côté qui, jusqu'il y a quelques mois, parce que là je ne veux plus faire ça, faisait bon, de l'événementiel à l'italienne, etc. Et puis tout cela était tellement chronophage, je me suis dit, mais en fait, je vais plus pouvoir payer mon loyer, mais c'est une folie totale, etc. Donc j'ai continué quand même. Oui, 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 non, mais c'est une folie. Et donc j'ai continué. Et là, j'en suis à peu près rétablir les coûts que j'ai dû couvrir. J'ai organisé un dîner d'avant-première en demandant à des mécènes de participer. Et c'est comme ça que j'ai un tout petit peu recouvert les frais. Et puis petit à petit, voilà, je fais quelques privatisations avec des entreprises plutôt sensibles, plutôt féminins, et plutôt qui veulent mettre en garde sur les sujets de harcèlement. Mais mon rêve ultime, c'est d'amener ce spectacle dans les lycées. Parce que je pense que la tranche d'âge 14-17 est véritablement les moments formateurs et fondamentaux sur les constructions des typologies des rapports et du relationnel, en fait. Et mon rêve, ce serait de justement pouvoir inviter les écoliers. Et pourquoi les inviter? Parce que je me dis, en fait, si on commence à proposer aux parents de payer leur ticket, etc., il y aura ceux qui veulent et ceux qui veulent pas. Et donc, c'est pas pour tous. Et ce n'est pas ça l'idée. Et donc, de pouvoir les inviter, qu'ils viennent avec leur car au petit Mathurin, qu'ils voient la pièce et que par la suite, il puisse y avoir un lien avec les enseignants pour véritablement avoir un module de 2 semaines où ils peuvent regarder des films ou faire des lectures, répondre à des questionnaires, et puis que je puisse moi-même me rendre dans ces lycées pour pouvoir à froid parler avec les étudiants, parce que je trouve qu'on a des réactions à chaud, et surtout en pleine jeunesse, à froid, ça se développe différemment. Et c'est ça qui, pour moi, pourrait être vraiment intéressant et pourrait peut-être, à ma petite échelle, changer la donne sur la toxicité des relations et qu'est-ce qui est normal ou pas, surtout pour la jeune génération. Donc, c'est complètement un devenir. Et voilà. Et
Et qu'Éléonore recherche des fonds. Donc, Cherche voilà. des fonds. Comme ça, je le dis, comme ça, clairement. Voilà. Oui. Et, magnifique, magnifique projet. Alors, je crois qu'on a complètement explosé l'heure, donc je vais pas pouvoir. Alors, juste avant, il y a des questions, c'est ça, sur LinkedIn ou pas? Alors, juste avant, peut-être de passer, on va prendre deux questions max sur LinkedIn. En une phrase, ce serait super intéressant de connaître chacune d'entre vous. Quelle est votre devise, on va dire, voilà, qu'est-ce qui vous porte voilà, tous les jours. Vive la France. J'adore. Sylvie. Je dirais croire en soi. Voilà, deux micros. Intuition, improvisation, débrouillardise. Non, moi je pense toujours à une phrase que me dit ma mère, la main généreuse ne meurt jamais de faim. Mais voilà, je dirais ça. Merci beaucoup. C'est vaste. Alors, il faut répondre, il faut être assez succinct. Un jour après l'autre. Un jour après l'autre. Sylvie. Croire en ses rêves. Moi, j'y rejoins Sylvie dans le sens que il y a une logique dans les étapes. L'étape qui succède est toujours la logique de l'étape qui précède. Donc, essayons voilà, de se faire du bien dans chacune des étapes. Je sais pas, nous, on peut dire qu'on a été un peu les défricheuses. Maintenant, il faut reprendre le relais, puis continuer à... Voilà, c'est pas du militantisme, mais avoir, je pense, avoir des engagements. Je pense, voilà. Continuer. Merci à toutes. Je pense que c'était passionnant, hyper inspirant. Et moi, je retiens qu'en tout cas, ça donne quand même beaucoup d'espoir. On a tous connu des difficultés et tout ça, ça montre que même si de temps en temps on peut être dans des grosses périodes de bas, tout est possible en fait. Voilà, on a les ressources en nous. Voilà. Donc merci encore.